Le greenwashing, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être l'utilisation de verre, la couleur verte qui est devenue très commune sur beaucoup de produits aujourd'hui. L'utilisation de labels, des petits pictogrammes qui donnent l'impression qu'on est en présence d'une sorte de certification officielle alors que ce n'est pas le cas. Ça peut être l'utilisation de représentations de nature, d'arbres, de végétaux, de fleurs, etc. Qui donnent cette impression au consommateur. A certain shape of the future. Showing the way. Il y a une quinzaine d'années, je pense, quand l'écologie est devenue un peu plus grand public, et les marques se sont emparées de cette nouvelle tendance, de cette prise de conscience chez les consommateurs, et ont commencé à utiliser des techniques de greenwashing. Parfois, les ficelles sont vraiment très grosses, comme dans cette publicité de Monsanto qui date d'avant les doutes. Il ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Étienne est heureux. Ou encore cette publicité de Volkswagen qui a précédé de peu le scandale du Dieselgate. Mais il est surtout heureux parce qu'elle ne rejette que 99 grammes de CO2. Il se dit qu'ainsi il fait un petit geste pour la planète. On est dans des choses beaucoup plus subtiles aujourd'hui. Le consommateur est peut-être un peu mieux informé aujourd'hui, mais en même temps, les techniques sont devenues plus sophistiquées et du coup, le risque de manipulation ou d'être manipulé est toujours bien présent. Ils sont étudiés en commerce à l'Université de Lausanne. Ils ont suivi un cours d'éthique dans le marketing. Devant notre caméra, c'est l'occasion de vérifier si le message est bien passé. Vous avez suivi ce cours d'éthique et marketing. C'est quoi pour vous le greenwashing? À partir de quoi on pourrait dire que c'est du greenwashing ou que c'est du marketing? Pour moi, le greenwashing, c'est des actions dans les entreprises qui n'ont pas de réel but social ou éthique, qui sont vraiment uniquement là pour capter l'attention des consommateurs et pour pousser à la réalisation de ventes, en fait, de manière quelque sorte artificielle. Par exemple, McDonald's, qu'on a vu changer de couleur de logo, passer du rouge au vert, mais on sait bien que McDonald's, c'est pas l'entreprise la plus durable. J'ai jamais 100% confiance et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir de vraiment croire ce qu'on nous dit. Apprendre la méfiance pour éviter la manipulation. Mais comment éviter les plus gros pièges du greenwashing? Il faudrait être attentif à l'abus de la couleur verte déjà, parce que quand on voit des emballages qui sont totalement verts, où il y a beaucoup de nature, beaucoup d'arbres, de fleurs, c'est tout de suite un peu mauvais signe. Faire attention aussi aux termes qui sont utilisés. Si vous avez des termes comme naturel, pur, authentique, recyclable, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Et puis, on verra très souvent qu'on n'a pas de réponse à ces questions, qu'on ne sait pas ce que ça veut dire naturel, qu'on ne sait pas ce que ça veut dire pur, que même la question de la recyclabilité, ce n'est pas toujours très clair. Ce n'est pas parce qu'un produit ou un composant d'un produit est recyclable qu'il va l'être. Ce qui compte aussi, c'est que la marque ait une certaine humilité, qu'elle soit capable de dire on sait qu'on ne fait pas tout correctement, on sait qu'on n'est pas parfait, voilà sur quoi on peut encore s'améliorer. Et je pense que ça peut amener une certaine confiance auprès du consommateur. Pour gagner la confiance du consommateur, certaines marques textiles lui proposent aussi une forme de contrepartie. La tendance du moment, c'est un arbre planté pour un article acheté. Ça déculpabilise, mais est-ce que ça a du sens? Explication. Planter des arbres pour compenser les émissions de carbone, c'est hyper tendance. Les marques le font presque toutes, de Total à Suisse, en passant par Netflix ou Adidas, pour ne citer que les géants. Message sous-jacent, pas besoin de réduire notre impact carbone puisqu'on plante des arbres qui vont l'absorber. Exemple avec cette petite marque suisse, ciblée jeune public. Elle vend des vêtements cool, en coton bio, des baskets, des accessoires pour une vie au grand air, toujours ornés du même logo, un sapin. Pour chaque article acheté, un arbre est planté. Ça fait vraiment partie de notre ADN. Avant tout, ce que nous voulons, c'est planter un arbre après l'autre. Et comme on le dit dans le slogan 3x3, pour rendre quelque chose à la nature et faire que le monde soit un tout petit peu plus vert. C'est vrai, je dois reconnaître que cela favorise les ventes. Et nous devons le dire ouvertement et honnêtement. Mais nous produisons des marchandises de haute qualité, durables. Et en plus, pour chaque article, nous plantons un arbre.
Il faut garder en tête que nous avons commencé Nikin avec un capital de 5 000 francs et qu'aujourd'hui nous avons déjà planté plus d'1 million d'arbres. Alors oui, je pense qu'on a des raisons d'être méga fiers. La reforestation, c'est devenu un véritable éco-business. Pour planter ces arbres aux 4 coins du monde, Nikin a soigneusement choisi son partenaire. One Tree Planted est une organisation nord-américaine qui est très connue dans le monde. C'est la première raison. Et l'autre raison, c'est que One Tree Planted est une des rares ONG qui partage beaucoup d'informations sur ses activités, surtout des images et des vidéos de la plupart des actions de reboisement, ce qui nous permet de montrer où les arbres sont vraiment plantés. Planter des arbres, c'est super, rien à dire. Mais peut-être n'est-ce pas tout à fait suffisant, comme l'explique cette professeure de foresterie à l'EPFL. Avant de penser à planter des arbres, il faudrait protéger les forêts que l'on a, parce que c'est elles qui stockent le plus de carbone, mais aussi parce qu'elles nous fournissent énormément de services et de fonctions écosystémiques qu'une plantation ne va pas nous fournir. Ça peut être bien de planter des arbres quand on essaye de restaurer des écosystèmes qui auraient été détruits. Et à ce moment-là, il faut vraiment réfléchir à l'espèce que l'on va planter, de prendre des espèces natives. Mais ça peut aussi être néfaste de planter des arbres si on choisit les mauvaises espèces, qu'on les plante au mauvais endroit. Après, ce qu'il faut garder en tête, évidemment, c'est que des forêts plantées stockent beaucoup moins de carbone que des forêts primaires ou des forêts secondaires. On comprend donc qu'une plantation de jeunes arbres ne constitue pas encore une forêt et qu'il faudra attendre des années avant de voir des arbres majestueux capables de stocker plein de carbone. L'argument publicitaire, d'ailleurs, ne trompe pas toujours le jeune public. Ils proposent de planter un arbre pour l'achat d'une gourde, mais c'est exactement les mêmes gourdes qu'on trouve ailleurs et puis qui sont fabriquées en Chine ou dans d'autres pays asiatiques. Du coup, je ne pense pas que l'arbre planté ait un réel impact comparé au processus de fabrication de cette gourde à l'étranger. Ces marques qui utilisent cet argument de la plantation d'arbres, pour moi, ça a un objectif de déculpabilisation du consommateur, avec un message implicite qui dit vous achetez quelque chose, peu importe que ce soit un t-shirt, une paire de chaussures, un vol en avion, et on va planter des arbres. Donc ça déculpabilise le consommateur, et je pense que la déculpabilisation dans la consommation, c'est jamais quelque chose de très positif. Alors ces arbres plantés au nom de Nikin, à quoi ressemblent-ils? Pour le savoir, nous sommes allés les filmer en Roumanie. Un mini-reportage à voir sur notre site abe.ch ou sur notre page Facebook. En Europe, chacun d'entre nous achète en moyenne 16 kilos de vêtements par an, 2 fois plus qu'en 2014. La fast fashion séduit les consommateurs, mais l'envers du décor est peu reluisant. Exploitation des ressources naturelles, conditions de travail indignes, nos vêtements sont rarement propres. On la présente souvent comme la 2e industrie la plus polluante au monde. À coup sûr, l'industrie textile pollue beaucoup, elle produit énormément de gaz à effet de serre et de déchets, et elle favorise la surconsommation. En Europe, nous achetons en moyenne 16 kilos de vêtements par année et par personne, des vêtements produits toujours plus vite, à peine portés et aussitôt jetés. C'est ce qu'on appelle la fast fashion. Et notre consommation de vêtements a été multipliée par 2 depuis 2014. L'industrie textile, c'est une industrie qui est basée sur l'exploitation à la fois des ressources naturelles et des êtres humains. Donc il y a énormément de problèmes dévastateurs qui sont liés à ce business, très consommateur de ressources à toutes les étapes de la production. On peut dire qu'il y avait une promesse au niveau social d'un développement économique grâce au commerce mondialisé, et ça a été une promesse qui n'a pas été tenue. Les entreprises ont une grande responsabilité. Si on regarde un peu l'histoire de l'industrie textile, on voit qu'il y a eu des grands moments, des grands booms où cette industrie aurait dû changer ses pratiques, aurait dû prendre conscience
que ça n'allait pas ainsi. Il y a eu les enfants qui travaillaient, qui cousaient des ballons pour Nike dans les années 90. On a l'effondrement du Rana Plaza en 2013, avec plus de 1000 morts, des images atroces qui ont fait le tour de la planète. Et puis on a maintenant aussi les jeunes qui manifestent pour le climat. Toutes ces choses-là devraient instaurer une véritable prise de conscience. Mais ce qu'on voit, c'est que l'industrie textile ne remet jamais en cause son modèle d'affaires. Pourtant, la publicité des marques de la fast fashion joue à fond la carte de la durabilité et de l'éco-responsabilité. Une manière de répondre aux préoccupations de l'opinion publique. Changement de paradigme ou pur marketing, autrement dit greenwashing ? Pour le savoir, l'ONG Public Eye a enquêté sur la fabrication d'un pull à capuche de la ligne éco-responsable des magasins Zara. Un exercice de transparence. Nous, ce pull, il nous intéressait parce qu'il est vraiment emblématique des stratégies de greenwashing de ces grandes marques. C'est-à-dire qu'on a un pull avec un slogan « Respect » qui est repris d'Aretha Franklin. On a beaucoup de promesses là autour et de marketing. Et ce qu'on a voulu faire, c'est aller voir ce qu'il y avait derrière, vraiment en remontant la trace de ce pull. Une transparence sur les conditions de fabrication que promet Zara. Public Eye l'a donc pris au mot. Ce qu'on a fait d'abord, c'était harceler le service client. Ça nous a pris un petit moment, donc on a envoyé des mails, dans quelle usine, dans quelles conditions, à quel salaire. On a mis à peu près 10 semaines avant d'obtenir des réponses. Finalement, on a obtenu le nom des 3 usines en Turquie qui avaient produit ce pull, et puis on est allé sur place. Et qu'est-ce que vous avez constaté ? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que si le respect, c'est la marque de fabrique de Zara, ça ne se voit pas sur place dans ces usines. On n'a pas pu rentrer, mais on a pu parler avec des gens à l'extérieur de l'usine et on voit qu'il y a énormément de problèmes. On est bien loin de l'image que veut donner Zara. On a des salaires qui sont entre 340 et 420 francs par mois. C'est le minimum légal en Turquie, plus ou moins. Mais par contre, il faudrait 3 fois plus pour qu'un ouvrier, sa famille, puisse vivre décemment. Ce pull, vendu environ 31 francs, a été acheté terminé à 8 francs 98. Le tissu a coûté 6 francs 19, le coton brut seulement 30 centimes. La part du travail de couture et d'impression vaut 1 franc 97. Viennent s'y ajouter 11 francs 87 de frais qui englobent notamment loyer, salaire et marketing de la marque. Le bénéfice de Zara est de 4 francs 86 et la TVA se monte à 5 francs 14. Il suffirait de 4 francs 20 pour que toutes les personnes impliquées dans la fabrication du pull touchent un salaire décent. La marge d'Inditex sur ce produit est 2 fois plus élevée que le salaire de toutes les personnes qui travaillent sur ce pull, donc du champ de coton en Inde à l'usine de confection en Turquie. Et si on compare par exemple aussi aux bénéfices d'une entreprise comme Inditex, qui en 2020 était largement supérieure à 1 milliard de francs, on voit qu'elle aurait largement les moyens en fait, de faire ce qu'elle promet déjà depuis de nombreuses années, c'est-à-dire garantir le versement d'un salaire vital. Comme Zara, la plupart des marques qui nous sont familières multiplient les promesses, respect de l'environnement et des salaires décents. Mais le plus souvent, elles restent vagues et peu transparentes quand il s'agit de leurs actes. L'autre géant de la fast fashion, H&M, intègre du coton bio ou des matières recyclées dans une toute petite partie de sa gamme depuis les années 90. Il propose aussi une marque éco-responsable, Conscious, depuis 2011, dont les critères sont plutôt flous. Mais surtout, H&M récolte des textiles usagés en vue de recyclage. Gros succès auprès des clients qui font de la place dans leurs armoires contre un bon d'achat de quelques francs. Mais les textiles récoltés en Suisse vont parcourir plus de 1000 km pour être traités à Berlin. Le textile est très loin de l'économie circulaire. Environ 60% des vêtements récoltés sont exportés, 35% transformés en chiffon ou en matériel isolant. Le reste est incinéré. Les friperies, le vintage, c'est super tendance. Manor Genève l'a bien compris, qui s'est associé au site Tilt Vintage pour proposer un rayon de seconde main au milieu de plusieurs marques de fast fashion qui ciblent le très jeune public. Des fripes qui sont vendues plus cher que le neuf.
Du vert, du naturel, du recyclé, tout est bon pour nous vendre encore et encore plus de vêtements. Finalement, aujourd'hui, le principal problème ou l'un des principaux problèmes de la fast fashion, c'est la surconsommation, surproduction. On est noyé dans un océan de vêtements qui polluent et qui ne permettent absolument à personne de sortir de la pauvreté. Bonsoir Lison Méric. Bonsoir Linda. C'est vous qui avez réalisé ce reportage. Alors, constat sévère, que répondent les grandes marques présentes sur le marché suisse? Elles ne répondent pas grand-chose. En fait, nous avons interrogé 10 marques et distributeurs sur leurs critères de durabilité, sur la traçabilité de leurs produits, sur l'utilisation de matières premières bio et recyclées, sur la récupération de vêtements usagés et puis d'autres actions durables qu'elles pourraient faire. Alors, 5 marques ne nous ont tout simplement jamais répondu. Une marque a pris la peine de nous répondre pour nous dire « nous vous répondrons plus tard » et puis on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Et puis, 4 marques ont véritablement répondu, c'est Benetton, Coop, Zalando et Manor, qui nous a d'ailleurs autorisé de tourner dans le magasin de Genève, dans l'espace jeune. Alors, ceux qui ont eu la courtoisie de vous répondre, est-ce qu'ils l'ont fait de manière précise et complète? Alors, ils énumèrent longuement leurs actions. Pour la plupart, c'est issu de leur site internet. Mais ça manque de données chiffrées, ça manque d'objectifs. Je vous donne un exemple. Benetton nous envoie son manifesto. Il est écrit en anglais. Le titre, c'est « La mode n'est pas tout », donc ça commence plutôt bien. Et puis, ils énumèrent tous leurs engagements durables. Et ça se termine par un point qui dit « ce ne sont pas des paroles, ce sont de véritables engagements ». Mais rien de tout ça n'est étayé. Au bas du document, il y a un petit QR code qui promet plus de détails. Donc nous avons cliqué dessus et un lien s'est ouvert et ça aboutit sur une page qui n'existe pas ou qui n'a jamais existé ou en tout cas qui n'existe plus. Pas très complet comme information, effectivement. D'autres exemples? Oui, l'exemple de la Coop, qui était pionnière avec sa marque Naturaline, qu'elle avait lancée dans les années 90, une marque qui propose des textiles en coton bio et fair trade, donc c'est parfait. Mais la Coop a refusé de nous communiquer quelle était la part de Naturaline dans leur vente de vêtements. Et puis, par ailleurs, ces autres marques de textiles utilisent des labels qui ne sont pas aussi poussés que le label Naturaline. Pour certains, dans le meilleur des cas, c'est BCI, c'est-à-dire Better Cotton Initiative, qui n'est pas bio. Et on ne sait pas si la Coop a l'intention d'être plus bio ou plus fair trade ou plus éco-responsable à l'avenir ou non. Merci beaucoup Lison, vous revenez dans quelques minutes. Mais d'abord, nous allons précisément parler de ceux qui essayent de contourner ce système pour améliorer la traçabilité de leurs produits textiles. Chemise en nappe, pantalon consigné, ça innove. Donc quand je ferme, là j'ai 0,5, attention pas que ça bouge. À la Haute École d'Art et de Design de Genève, on forme quelques-uns des créateurs de vêtements de demain. Une formation qui propose un apprentissage technique, bien sûr, mais aussi une réflexion sur les matières premières utilisées. Je suis en train de faire la toile d'une veste de bomber pour ma collection de bachelor, qui sera réalisée en chanvre, une matière qui est certifiée par des labels déjà de production écologique et durable. J'effectue une recherche en fait d'essayer d'établir ou de créer un cuir végétal avec des feuilles mortes que je trouve à même le sol. C'est un tailleur en papier. Il est entièrement peint à la main avec une peinture qui est complètement biodégradable. Pour cette chemise-là en particulier, j'ai récupéré une nappe de restaurant avec lequel du coup je fais cette espèce de bavette chemise. Voilà. Je voyais pas bien l'intérêt d'aller chercher des nouveaux tissus. Choisir entre les fibres naturelles et les fibres techniques, ne pas mélanger les deux univers et penser le vêtement jusqu'à la fin de sa vie, c'est la base de l'enseignement de cette créatrice. Si on respecte qu'il y a des choses qui sont naturelles, qu'on peut biodégrader, qu'on peut composter, qui sont naturelles, et si on ne va pas mélanger ça avec des choses qui sont techniques, par exemple, si on ne va pas mélanger des polyester avec du coton. Parce qu'au moment qu'on mélange les deux, ça va être beaucoup plus compliqué après de récupérer, parce qu'on doit repartager les deux. C'est très facile de mélanger des choses. On crée des hybrides toute la journée dans tous les produits qu'on connaît.
Et c'est une vraie challenge pour un créateur de réfléchir à comment on peut créer un vêtement qui utilise juste un des deux univers et qui ne mélange pas les deux. Un vêtement dont le cycle de vie a été pensé dès sa création, c'est rare, mais ça existe. À Romans-sur-Isère, cette marque a inventé un jeans entièrement recyclable et consigné. C'est un jean infini, ça veut dire qu'il peut revivre plusieurs fois, plusieurs vies. Il peut être recyclé et devenir un nouveau pantalon. Il est fait en polyester entièrement, les fils, le tissu. Il n'y a pas de finition en métal ou autre. Du coup, tout peut partir entièrement en recyclage. Un jeans consigné, donc exactement comme une bouteille, c'est malin. Quand vous l'avez usé, vous le renvoyez à la marque qui vous rend 20 € avant de le recycler. C'est une des nombreuses idées de cette jeune marque pour améliorer la durabilité de ses modèles. Parfois, c'est le patron qui teste les prototypes. Les fonds-poches détachables, on va dire. Ah bien, donc on peut réparer les poches là. Oui. Ok, donc là on peut le couper, le réparer si ça y a un trou. Oui. Et là c'est surpiqué, c'est-à-dire que... C'est assemblé au surfil okay. et surpiqué parce que sinon la couture elle n'est pas plate, elle est volumineuse. Ok. Ici, tu me fais le retour sur les frottements par exemple de la chaînette ou est-ce que ça va gêner cette épaisseur ici. Ok. 1083, c'est une des nouvelles marques de textiles français apparues au cours des 10 dernières années et qui ont relocalisé la plupart des étapes de leur production. Voilà, un jean 1083. Donc, il a 2 jambes, 5 poches comme tous les jeans. La particularité de celui-ci, c'est qu'il est fait en France. On le voit avec la petite diagonale qui symbolise les 1083 km entre Menton au sud-est et Porspoder, donc un petit village au nord de Brest. Et donc on retrouve dans l'étiquette toutes les étapes de fabrication. Donc ce jean est le plus made in France du monde. Chez nous, pas de pesticides, il est en coton bio. Et donc on a mis toutes les étapes qui étaient réalisées en France, donc le design, la filature, le tissage, la coupe, la couture. Une production à rebrousse-poil du modèle d'affaires de l'industrie textile mondialisée qui éclate les étapes de production tout autour du globe. Un jean conventionnel, c'est 65 000 km à peu près, donc 1,5 fois le tour de la Terre. Un jean 1083 aujourd'hui, c'est 6500 km, 10 fois moins. Donc on a réduit de 90% l'impact transport d'un jean. La plus grosse distance aujourd'hui, c'est les champs de coton de Tanzanie jusqu'en France. Tout le reste ensuite est local. Relocaliser la production en France, ça permet évidemment de créer des emplois, mais pas seulement. Ah oui, en France, on n'a pas le droit à l'esclavage, on n'a pas le droit au travail des enfants, on n'a pas le droit de sous-payer les gens, et c'est tant mieux. De la même manière qu'on n'a pas le droit de ne pas avoir de station d'épuration, on a plein de normes en fait. On a un cadre social et écologique qui nous protège. Grâce à celui-ci, en fait, c'est plus difficile de faire mal les choses, ou c'est plus difficile de polluer. Des marques éco-responsables, attentives à leur chaîne de production, il en existe de plus en plus, mais elles font peu de publicité et n'ont pas pignon sur rue. Cette plateforme en ligne et sa boutique lyonnaise proposent un choix de marques éco-responsables, une sorte d'Amazon de la durabilité vestimentaire. Nous, la première chose, c'est qu'on fait passer un questionnaire aux marques, qu'on leur demande leur niveau de connaissance sur toute leur chaîne de production. Donc, est-ce que vous connaissez votre matière première? Est-ce que vous savez quel est le fabricant de votre matière première? Est-ce que vous connaissez les usines de confection? Est-ce que vous connaissez les sous-traitants de vos usines de confection? On en demande des preuves. Donc, si on nous dit, par exemple, je fais une chemise en coton biologique qui est commerce équitable, et ben nous, on va demander des labels, des factures, des contrats, voilà. Et prouve-nous aussi que du coup c'est bien du coton commerce équitable. On fait exprès de prendre une gamme de prix qui reste quand même dans des prix accessibles qu'on peut acheter. Donc effectivement, c'est des prix qui aujourd'hui sont plus chers que la fast fashion et ça sera toujours plus cher. Mais par contre, c'est pas des prix qui sont du Gucci, du Yves Saint Laurent, etc. C'est vraiment des prix qui restent quand même accessibles au plus grand nombre et ça c'est vraiment ce qu'on veut prôner. Une transparence que toutes les marques devraient rendre accessible aux consommateurs au moment de l'achat, comme ici grâce à l'étiquette de ce pull. Lisons
disons, ce type de boutique, elle se multiplie, mais enfin, ça reste vraiment une niche. Pour les autres vêtements qu'on achète dans des grands magasins de vêtements chez des grandes marques, comment est-ce qu'on peut s'orienter? On commence à voir des applications un peu sur le mode de Yuka, qui sont une aide à la décision. Par exemple, Good On You, qui est une application australienne qui analyse les marques selon 3 critères, en fait, les conditions de travail, le respect de l'environnement, le respect des animaux. Alors, on a testé une partie de nos vêtements dans nos armoires. Le résultat n'est pas très encourageant. Beaucoup de marques inconnues. Et puis surtout, les marques qui sont connues obtiennent à peine la note minimale. Donc, ce n'est pas véritablement fameux. À noter encore que c'est une application entièrement en anglais. Alors, des marques, ça peut être des centaines, des milliers de modèles. Est-ce que c'est possible d'aller un petit peu plus loin, de juger un vêtement à l'unité? Ce serait souhaitable. Il y a une application française, Fairwear, qui propose effectivement de scanner l'article lui-même. Alors, on a envoyé 2 ados faire un petit peu de shopping dans les rues de Genève. Elles nous ont ramené ces articles. C'est ça, ouais. Alors, ce très joli petit top qui obtient la note de 59 sur 100 chez H&M. D'accord. Et puis, juste à côté, le training qui, lui, a 68 sur 100. C'est essentiellement dû au fait qu'il contient du coton recyclé et que tout le polyester qui est contenu dans l'article est recyclé lui aussi. Donc, quand même près de 10 points de différence dans le même magasin. Dans le même magasin. Et puis, cet autre training qui lui ressemble beaucoup, qui vient de chez Bershka, bien lui, il a seulement 53 sur 100. Et puis alors surtout 19 sur 100 en matière de droits humains, ce qui veut dire que les gens qui ont travaillé pour le fabriquer ont été véritablement maltraités, ce qui devrait être dissuasif. Ouais. À préciser encore que cette application n'est pas disponible en Suisse. Tous ces habits, qu'est-ce qu'on fait avec? On les brûle? Non, évidemment non, vous les avez achetés. Donc vous les aimez, vous les portez, vous les usez, vous les réparez au besoin et puis vous les faites vivre aussi longtemps que possible. Merci beaucoup Lison, très bonne soirée à vous. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. L'histoire que nous allons vous conter maintenant est effrayante. C'est celle d'une pompe à chaleur tellement mal installée qu'elle aurait pu tuer une famille de téléspectateurs. Ce cas spectaculaire n'est que la pointe de l'iceberg. Depuis des années, un acteur de la branche se retrouve mêlé à une multitude de cas d'installation problématiques qui font perdre des sommes considérable à de nombreux romans. Maya, vous nous aviez présenté un premier cas en février dernier. Depuis, les témoignages se sont multipliés. Oui, regardez, c'est tout ce qu'on a reçu suite à notre première rubrique. Donc une trentaine de courriers, des dizaines de témoignages. Chaque fois des cas de pompe à chaleur pas ou mal installés, des gens mécontents, des problèmes qui ont commencé en 2016. Et des problèmes très variés. Oui, à Neuchâtel, un octogénaire tente depuis des mois de récupérer un acompte de plus de 12 000 francs pour une pompe jamais installée. Ensuite, à La Chaux-de-Fonds, un retraité a payé plus de 20 000 francs pour une pompe dysfonctionnelle qui a fini à la casse. Un électricien de Montenol, près de Saint-Ursanne, dans le canton du Jura, a réalisé des travaux sur commande de Jurapac. Il attend toujours ses 10 000 francs de facture impayée. Ça, c'est 3 cas parmi tant d'autres entre Vaud, Genève, Fribourg, Valais. Maya, on vous retrouve dans quelques instants, mais d'abord, voyez le témoignage de la famille Huguenin. Pièce, oui. Qui l'a mis pour 100 000 francs. On n'a pas le permis de construire. En 2017, Carla et Fabien Huguenin décident de remplacer leur vieille chaudière à mazout par une pompe à chaleur. Leurs voisins leur parlent de la société Jurapac. Il y avait quelque chose qui m'a vraiment directement parlé, c'est qu'il était censé être constructeur de pompes à chaleur et ils avaient carrément toute la globalité de l'installation. Donc ils construisaient la PAC et après ils venaient carrément jusqu'à l'installer chez nous. Et ça me parlait, quoi. Je trouvais vraiment ça vraiment bien, quoi. Je me disais, bah, tiens, un constructeur, il installe jusqu'au bout et il va jusqu'au bout de l'installation et autres. Au niveau des garanties et autres, je trouvais ça vraiment très... ça me parlait, quoi, voilà. Pour 31 500 francs, Jurapac promet des pompes suisses et garantit de s'occuper de tout, de la partie sanitaire comme de la partie électrique, qui doit être effectuée par un électricien agréé. Il faut dire que le directeur de Jurapac, Aurélien Botton, est très actif dans le secteur. Voilà, alors il faut qu'on regarde pour cette pompe à chaleur. C'est aussi lui qui avait démarché le couple de retraités dont nous vous parlions le 16 février dernier. Ce que les Huguenins ne savent pas, c'est que leur premier contact avec le directeur de Jurapac, c'est le début d'une longue, très longue série d'ennuis, qui commence dès le premier jour des travaux.
Comme j'étais à la maison, donc j'avais la possibilité de temps en temps de descendre au rez-de-chaussée pour voir un petit peu ce qui s'y passait. Donc très vite, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de protection du tout. En enlevant l'ancienne installation, les employés salissent et abîment tout le rez-de-chaussée. Murs rayés, barrières arrachées, un désastre. Et au moment d'installer la nouvelle pompe à chaleur, c'est pire encore. Ah oui, c'était ça qui pendait là, les tuyaux. Des câbles qui pendaient, des tuyaux qui nous semblaient vraiment des gadgets en fait. On s'est dit c'est bizarre, bon. Et puis on voyait toujours il y avait 2 employés qui étaient très stressés, qui couraient, qui sortaient, qui rentraient, qui s'absentaient pour aller acheter des pièces en cours de route. C'était vraiment très spécial comme ambiance, une ambiance très stressante, pesante. Non. La famille se plaint, d'autant qu'elle reste plus d'1 semaine sans eau chaude, avec 2 enfants en bas âge. Mais le directeur de Jurapac les rassure. Et à chaque fois, il dit non, mais c'est pas un problème, on verra sur la facture finale, ça c'est pas un souci bien sûr, on va réparer ça et tout. Donc là, il était très compréhensif, on va même dire. Hein. Puis oui, alors on aurait peut-être pas dû faire comme ça ou autre. Mais de toute façon, il venait jamais sur le site, il est jamais revenu sur le site, hein, à aucun moment d'autre que le jour de la vente. Donc il ne pouvait pas constater de par lui-même. Au bout de 2 semaines, les 2 employés de Jurapac annoncent que l'installation est terminée. Les ouvriers ont laissé de la saleté partout, alors Carla décide de nettoyer un peu, juste avant la mise en service de la pompe. J'ai pris un chiffon, puis j'ai commencé à nettoyer la vitre de notre pharmacie. Et je reçois une décharge, au moment où je pose mon chiffon sur la pharmacie, je reçois une décharge qui m'est montée jusqu'en haut de l'épaule. Ça m'a surpris, enfin, ça fait mal. 2 jours après, c'est au tour de Fabian de se prendre une violente décharge. D'abord une, puis une seconde. Ils appellent un électricien qui vient le lendemain. Carla est alors seule à la maison avec ses enfants. Et il me dit, il y a vraiment un grave souci, vraiment. Et puis je dis oui, je ne sais pas comment ça se fait, mais vous avez tout le rez-de-chaussée sous haute tension, donc danger de mort. Puis j'ai dit, non mais vous plaisantez ou bien? Non, alors je vais appeler mon responsable, vous restez en haut, le temps que je remédie à tout ça. Et j'étais en haut avec mes enfants, j'étais complètement sous le choc, danger de mort, rez-de-chaussée sous haute tension, c'est quoi ce délire, quoi? Et puis, 10 minutes après, il toque et il rentre. Hein. Il n'a même pas attendu que j'ouvre la porte. Et il me dit, Madame Huguenin, vous prenez vos enfants, vous sortez. J'ai eu le responsable de la société électrique, hein, et puis lui, il m'a direct dit, mais vous avez vraiment eu énormément de chance, c'est vraiment un coup de chance que tous les membres de la famille soient encore vivants, en fait. Hein. Je vous conseille d'aller au restaurant ce soir et puis de vous payer une bonne bouffe, parce que ça tient quasi du miracle. Les 2 employés de Jurapac n'étaient pas des électriciens agréés. Ils ont mal fait les branchements. Par ailleurs, la demande de permis d'installation n'a jamais été faite. Le directeur de Jurapac déclare n'être pas au courant que ses employés font des raccordements électriques, alors que le soir même de l'incident chez les Huguenins, il poste une photo de l'installation sur sa page Facebook. Par la suite, il expliquera que l'installation n'était que provisoire, que les travaux n'étaient pas terminés. Étrange, juste avant la mise en service. Carla et Fabian n'en peuvent plus. Ils prennent un avocat qui exige des explications de Jurapac pour tous ses défauts. Réponse du directeur, ce n'était qu'un petit risque électrique. Les Huguenins demandent alors l'expertise d'un électricien. Celui-ci s'empresse de dénoncer Jurapac et ses travaux électriques illégaux à l'ESTI, l'autorité fédérale de surveillance et de contrôle des installations électriques. À ce jour, 3 ans après, ils attendent toujours le rapport d'enquête de l'ESTI ainsi que la dénonciation du cas aux autorités pénales. Les Huguenins veulent également une expertise sanitaire sur les travaux effectués. Pour cela, ils se tournent vers le GSP, le groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur, les pros de la branche. Bonjour, monsieur Feller. Bonjour, monsieur Huguenin. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, tout bien, merci. Bonjour. Très bien. Pour l'expertise, le GSP mandate Pascal Fèvre, qui travaille depuis 30 ans dans la pompe à chaleur. Et Pascal Fèvre, Jurapac, il connaît bien. À de nombreuses reprises, il est intervenu pour récupérer des travaux mal ou pas effectués par cette société.
Voilà, ici, j'ai des photos de l'époque où vous-même, non professionnel de la branche, vous vous rendrez compte que c'est un travail fabuleux. Voilà la partie hydraulique, certains raccordements de tuyauterie. Donc il ne faut pas forcément être du métier pour comprendre que c'est un travail de je ne sais pas quoi, mais c'est en tout cas même pas un apprenti, quoi. Ici, vous avez le régulateur électronique qui supporte les températures de 0 à 40, qui est dehors, sur le mur. Ici, vous avez l'évacuation des condensats avec une pente dans la mauvaise direction, dans le mauvais sens, et dehors, sur 9 mètres. Donc, vous imaginez, quand il fera moins 15, l'eau va couler tranquillement, mais elle va vite geler pour obstruer et tout ça. La sortie du boiler, avec des raccordements souples. Des vannes mélangeuses pour le chauffage de sol à la main. Alors qu'il y avait une vanne mélangeuse motorisée, ben ils l'ont supprimée pour mettre à la main. Ça, c'est encore incompréhensible. Alors, je ne vois pas Madame et M. Huguenin régler chaque fois le chauffage de sol avec la main, quoi. Ça, c'était pas pensable d'avoir démonté ça. Mais voilà, pour ne citer que les principaux, quelques photos de cette malheureuse affaire. Les Huguenots ont choisi Jurapac, croyant acheter une pompe à chaleur fabriquée en Suisse. Mais ça n'était pas le cas. Quand on voit leur mise en page, là, le grand fabricant jurassien, alors qu'ils ne fabriquent rien du tout, ils achètent en Tchéquie. Le catalogue Jurapac ressemble étrangement beaucoup à cet autre catalogue d'une pompe à chaleur fabriquée en République tchèque. Comme Carla et Fabian, Jurapac a convaincu beaucoup de monde. Par la suite, on s'est avéré aussi qu'on a eu beaucoup de retours de gens qui étaient insatisfaits, des gens qui ont payé des acomptes de 15 à 20 000 francs. Ils ont livré une partie du matériel, puis le reste, il n'est jamais venu. C'est des personnes souvent âgées. Il y avait une bonne partie de leurs économies qui étaient dilapidées de cette façon-là. C'était triste à voir. Pour Jurapac, vous avez recensé combien de personnes chez qui vous avez dû récupérer les travaux? Oh, on va dire entre 30 et 40. C'est tous les points qui étaient critiques. Hein. Le rapport de M. Fèvre sur le cas édifiant de Carla et Fabian est parti au GSP, le groupement professionnel pour les pompes à chaleur. GSP qui semble n'avoir pas mesuré l'ampleur du problème, puisque les victimes de Jurapac ont continué à s'accumuler. À compte de plus de 15 000 francs encaissés, installation défaillante, pas aux normes, avec ou sans permis valable. L'an dernier, la société Jurapac a été mise en faillite, laissant derrière elle plus de 800 000 francs de dettes, des dizaines de créanciers et autant d'entrées au registre des poursuites. Juste après, l'ancien directeur de Jurapac a ouvert une autre société dans un autre canton. Carla et Fabian ont porté plainte pour les travaux électriques illégaux. D'abord condamné, le désormais ex-directeur de Jurapac a finalement été acquitté au bénéfice du doute. Il affirme n'avoir pas été au courant de l'inconformité des travaux, rejetant la faute sur ses employés qui ont été condamnés. En retour, il a porté plainte contre les Huguenots pour diffamation et réclamé le paiement des 15 750 francs restants pour la pompe à chaleur qui n'a jamais fonctionné. Combien vous avez perdu dans l'histoire, au total? On est à plus de 40 000 francs. On a passé, après presque des nuits blanches, en fait, ma femme et moi, afin d'écrire à différents endroits, à notre avocat et autres. Et ça a créé vraiment une tension palpable dans la maison. On n'était plus la même chose. On a vraiment perdu une certaine légèreté, quoi, vraiment. Qui va stopper cette personne? Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse toujours agir, continuer malgré plein de plaintes, malgré ce qui nous est arrivé? C'est vraiment une des questions qui nous taraude. Maya Chollet, effectivement, c'est la grande question. Pourquoi cet individu s'en sort-il toujours? Il semble en effet insaisissable. Son nom est lié à beaucoup de sociétés, à d'adresses. C'est pas facile d'identifier sa fonction réelle. Il apparaît tantôt comme directeur d'une société, puis comme représentant pour d'autres. Et ça complique les démarches pour les clients, notamment lorsqu'ils ont des réclamations. Et puis ensuite, c'est facile de changer de canton, de relancer un business, surtout sur le marché des énergies renouvelables, qui est en plein essor. Les pompes à chaleur, les panneaux solaires, la géothermie, tout ça, c'est des marchés très lucratifs. C'est aussi
sur ces marchés-là que les dysfonctionnements se multiplient ces dernières années. Donc, appel aux consommateurs à être particulièrement vigilants, notamment lors de démarchages sur ces marchés-là. Et d'ailleurs, ce soir, ABE a choisi de donner le nom du directeur de Jurapac, car le nom Aurélien Botton est le point commun à tous ces dossiers que nous avons reçus. Nous estimons donc qu'il y a un intérêt public à le citer, d'autant, Maya, qu'il est toujours actif et qu'il agit de différentes manières. Oui, encore maintenant en 2021, donc c'est ça aussi qui nous a poussé à faire cette enquête. Il jongle entre deux fonctions, donc tantôt patron d'une société, avant Jurapac, aujourd'hui il est à la tête de sa propre société à son nom. Sinon, il se présente comme représentant, il vend des prestations qui seront confiées à d'autres sociétés comme Smile Habitat, Green Habitat, My Group, JPK Sanitaire ou d'autres. Et plusieurs personnes sont tombées sur lui à travers un site internet. Oui, c'est comme ça qu'il attire ses futurs clients. Il a créé au moins 2 sites internet qui apparaissent aujourd'hui encore dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Sur ces sites internet, on peut demander un devis pour une pompe à chaleur. On a un peu l'impression d'être sur un site comme devis.ch et c'est pas du tout le cas. En fait, on est sur des sites qui lui appartiennent. Il centralise toutes les demandes et puis il choisit ensuite qui veut démarcher. Sur ces sites, il utilise des adresses d'entreprises bien établies, sans avoir demandé leur autorisation, comme Suisse Calorie qui spécifie, je cite, « n'avoir aucun lien avec cet individu ou aucune des sociétés auxquelles il est lié ou a été lié par le passé, comme Green Habitat, My Group ou d'autres ». Et puis, quand ce monsieur a été averti de notre enquête, les adresses ont brusquement disparu des sites Internet. Ces captures d'écran ont été faites juste avant. Alors nous avons bien sûr invité ce monsieur par l'intermédiaire de son avocat à répondre à nos questions en interview ou par écrit. Il a refusé de s'exprimer. Maya, ce qui ressort aussi de votre enquête, c'est le manque de réaction du GSP, donc la fêtière des professionnels de la pompe à chaleur en Suisse. Comment justifie-t-elle cette passivité? Alors, le GSP explique qu'il a tenté de jouer les médiateurs entre la famille Huguenin et Jurapac pour que l'installation de M. Huguenin puisse finalement fonctionner. Il déclare, je cite, « Nous avons jugé, à tort malheureusement, qu'il pouvait être intéressant et profitable pour tous si Jurapac corrigeait ses erreurs. » Et puis même question pour l'ESTI, donc l'inspection fédérale des installations à courant fort. Là aussi, rien n'a bougé alors que les faits dénoncés sont graves. Oui, et dans sa réponse, l'ESTI dit avant tout son impuissance face à ce genre de situation. Il précise que les éléments en sa possession dans le cas des Huguenins ne lui permettaient pas de procéder à une dénonciation auprès de l'Office fédéral de l'énergie pour permettre une condamnation pénale des personnes responsables. Alors franchement, tout ça, c'est assez désespérant. Comment faire pour ne pas se retrouver dans une situation pareille? Alors, 3 conseils pratiques. Le premier, c'est vérifier que l'entreprise avec laquelle vous travaillez a bien le label PAC Système Module. La liste est disponible auprès du GSP qui est aussi à disposition pour toute autre question. Second conseil, les entreprises qui posent problème dans le domaine de l'énergie sont annoncées à la conférence romande des directeurs de l'énergie. Donc renseignez-vous avant auprès d'eux sur l'entreprise que vous allez mandater pour faire des travaux. Et puis troisième conseil essentiel, allez consulter le registre des autorisations de l'ESTI pour vérifier que l'entreprise que vous mandatez a bel et bien le droit d'effectuer des travaux électriques. Et ça, il faut le faire juste avant de signer votre contrat parce que les autorisations peuvent être retirées à tout moment. Et vous trouverez le lien vers ce registre et tous les autres liens utiles dans ce dossier sur notre site abe.ch. Maya, merci beaucoup pour votre enquête et très belle soirée à vous. Bonne soirée, au revoir.